Bonjour. Vous payez des impôts. Je paye des impôts depuis 1963. Même si vous êtes sans logis, vous payez la TVA quand vous achetez une baguette. Tous les Français payent environ 600 milliards par an d'impôts de toutes sortes. Mais en même temps, nous avons 100 milliards d'euros par an qui constituent le manque à gagner fiscal que coûtent les paradis fiscaux à la France. Et ce chiffre est pour 2019. 100 milliards, dont 16% du budget, que quelqu'un doit payer, c'est-à-dire vous, moi, et 36 millions de contribuables français, sauf les plus fortunés, qui peuvent profiter de montages fiscaux ingénieux pour optimiser ou frauder leurs impôts. Tenez, pour que vous situiez l'échelle de grandeur, souvenez-vous qu'en 2017, le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées françaises, a démissionné parce que Emmanuel Macron lui sucrait 800 millions dans le budget de la défense qui était déjà voté. Il y distribuait des cartes que le général ne savait pas jouer. Donc, en homme intègre, il a démissionné. 800 millions. Mais là, nous parlons de 100 milliards. Sur ce graphique, Richard Murphy, grand expert mondial de l'évaluation de la fraude, attribue 118 milliards à la France comme manque à gagner, mais lui tient compte du coût de la lutte contre l'évasion, que nous préférons ne pas retenir. Mais enfin, qui sont-ils? Voici la carte des plus importants. Comment font-ils? Après tant de promesses électorales, d'études, de missions, de conférences, accords internationaux, changements dans les codes fiscaux, etc., comment se fait-il que nous n'avançons pas? Ni la France, ni l'Europe, ni les autres pays. Je vais vous l'expliquer. Tout repose d'abord sur deux particularités qui protègent l'existence des paradis fiscaux, le trust et la prescription. Traduisons. Le trust, mot anglais, désigne une sorte de statut de société. Il se traduit par fiducie en français, mais notre fiducie n'a pas du tout les mêmes privilèges que le trust en droit britannique. Le trust a la particularité de ne pas avoir d'actionnaire ou partenaire, autrement dit, de n'appartenir à personne. Il a des bénéficiaires à qui la fortune du trust est destinée, mais pas de bénéficiaire ultime permanent à la manière d'un propriétaire ou d'un actionnaire. Il a un gérant fondé de pouvoir, qui a tout pouvoir, mais ne possède rien dans le trust. Il perçoit des honoraires, c'est tout. Dans les pays où le trust est pratiqué, la loi permet de ne dévoiler ni l'identité du fondateur qui a apporté les fonds, ni celle des bénéficiaires qui les recevront. Les donateurs, comme ils ont donné, ils ne possèdent plus rien. Et les bénéficiaires, comme ils ne bénéficieront que plus tard, ne possèdent rien non plus. Donc, du point de vue comptable, un trust ne vaut rien de négociable, n'émet pas de titres comme des actions qu'on puisse acheter ou vendre. Et pourtant, il détient des actifs investis dans des entreprises et sociétés diverses, qui peuvent valoir des millions, des dizaines de millions et même des milliards. Le Tax Justice Network, une ONG britannique qui étudie tout ce qui tourne autour de la justice fiscale dans le monde, a estimé qu'environ 20 milliards d'euros d'actifs sont ainsi protégés, rendus invisibles et absolument anonymes. Ce chiffre est imprécis, mais je le retiens parce qu'il tient compte au mieux des actifs financiers vraiment invisibles dont on ne peut que supposer l'existence pour réconcilier tous les flux financiers dans les modèles de simulation. Les bénéficiaires ultimes de ces actifs invisibles sont libres d'investir n'importe où dans le monde et d'héberger des sociétés
dont les actionnaires viennent de tout pays et qui viennent échapper au fisc de leur pays. 20 000 milliards, c'est plus que la fortune totale de la France, qui s'élève à 15 000 milliards. Parlons maintenant de la prescription, Statute of Limitation en anglais. Vous savez tous ce que cela veut dire. Quand on dit que sur une certaine peine qui serait infligée par la justice, il y a prescription, c'est parce que l'acte incriminé est trop ancien. Il n'existe pas de crime, de délit, de rupture abusive de contrat pour lesquels il n'y ait pas prescription. On l'appelle prescription parce que juridiquement, il s'agit de l'extinction d'un droit, ici le droit à une réparation. Le droit international l'exige ainsi, et c'est très bien. Mais quand la faute est une fraude fiscale, la prescription paralyse fortement les contrôleurs du fisc, qui cherchent à découvrir qu'une certaine entreprise n'a pas payé ses impôts sur ses bénéfices lors d'une certaine année. S'il est trop tard, il y a prescription et l'entreprise est hors d'atteinte. Donc, il faut qu'ils se dépêchent. Or, vous avez des armées d'avocats, d'experts comptables, d'auditeurs, de banquiers et autres professionnels de la finance qui savent y faire pour qu'en pratique, ces contrôleurs n'aient pas le temps d'attraper les fraudeurs. Les plus puissants et célèbres professionnels dont vous voyez le nom partout sont les 4 firmes mondiales d'expertise comptable, juridique et surtout fiscale, KPMG, Deloitte, Ernst & Young et Pricewaterhouse. Ils constituent un personnel de 1 150 000 professionnels pour aider le monde à éviter l'impôt, tout en coûtant à ses clients 132 milliards en 2020. 132 milliards, c'est plus que le chiffre d'affaires de l'automobile française, c'est les 2/3 du groupe Total. Rien qu'en France, ils sont au total 33 000 professionnels, dont le principal métier est d'aider les Français à payer moins d'impôts et parfois pas du tout. En face, la Direction générale des finances publiques a 5 000 vérificateurs et ils sont 1/3 de moins qu'en 2007. Si l'on se réfère aux 12 milliards de redressements fiscaux effectués en 2019, un vérificateur rapporte en moyenne 2,4 millions d'euros par an et il coûte, en moyenne, charges comprises, 60 000 euros. Aucun trader de banque ne rapporte ainsi 4 000 fois son salaire. Non. Donc le fisc a de moins en moins de moyens pour faire la chasse à une évasion fiscale dont la portée mondiale se mesure en milliers de milliards. Et ça va en s'aggravant, parce que la financiarisation mondiale fait pression sur tous nos gouvernements pour réduire les dépenses publiques, y compris réduire les effectifs et les moyens des contrôleurs du fisc. Ben voyons. Mais beaucoup vous disent, il n'y a qu'à augmenter l'impôt sur le revenu, les revenus des plus riches et des entreprises cotées en bourse. Eh bien, ce n'est pas vrai. Chaque fois que quelqu'un parle d'augmenter encore l'impôt sur le revenu pour les plus riches et pour les entreprises, les multinationales cotées en bourse et autres, chaque fois, tous les cabinets d'audit et les paradis fiscaux se frottent les mains. On va pouvoir augmenter nos tarifs.
Tandis que dans le cas d'un impôt sur la fortune, c'est-à-dire sur le patrimoine, la situation est tout à fait différente. La fraude consiste le plus souvent à tout simplement ne pas déclarer certains actifs, une société par exemple qu'on possède dans un paradis fiscal, à travers une société écran et des prête-noms. Cela veut dire que chaque année, le contribuable établit sa déclaration d'impôt sur la fortune, déclaration qui n'est pas autre chose que son bilan personnel, et il omet de mentionner cet actif année après année. Donc la prescription n'a plus d'importance. Il suffit de constater, ou plutôt de découvrir, qu'aujourd'hui, un certain actif devrait figurer dans son bilan et n'y figure pas, et de constater que c'est évidemment le cas pour les années précédentes, sans avoir besoin de s'occuper des années couvertes par une prescription. Le législateur, notre législateur, pourrait parfaitement voter une loi qui punisse très sévèrement le fraudeur, quelle que soit la date à partir de laquelle il a omis de déclarer tel actif. Par exemple, de légiférer que les actifs seront confisqués et que l'actionnaire en question ira en tôle. On peut aussi légiférer que la filiale française d'une société étrangère qui ne dévoile pas ses bénéficiaires réels ou ultimes derrière ses actionnaires payera l'impôt sur la fortune pour leur compte, avec un multiple punitif, 100% par exemple, et le déduira de leurs dividendes. Mais il y a pire. Quand votre actionnaire participe à un conseil d'administration de sa société dans le paradis fiscal où elle est établie, aux îles Caïmans par exemple, ou tout simplement à Londres, il est entouré de personnes qui tous savent qu'il sera un jour poursuivi par le fisc français. Ils le savent parce qu'ils ont très bien compris tout ce que je viens de vous expliquer. Et tous sont en droit de lui dire « Cher ami, nous savons qu'un jour le fisc français vous rattrapera parce que la prescription est inefficace pour l'imposition de la fortune et qu'il a l'éternité devant lui pour vous attraper, vous ou bien vos héritiers. Or, votre dette fiscale actuelle est particulièrement punitive parce que potentiellement, elle peut vous priver de toute votre fortune. Cette dette fiscale constitue par conséquent un engagement hors bilan, undisclosed liability, dont nous devons tenir compte quand vous nous proposez d'investir dans votre entreprise et dans vos projets. Ceci, je l'ai entendu pour la première fois en 1994, à Londres bien entendu, d'un avocat spécialiste qui connaissait bien la question. Je suis André Tessier-Ducrot, fondateur du comité Bastille. Dans ma carrière, j'ai travaillé en tant que consultant en stratégie pour 3 entreprises qui opéraient à partir de paradis fiscaux. Pendant les 27 ans où j'ai vécu et travaillé aux États-Unis, j'ai appris comment elles faisaient. Je précise tout de suite que ce n'étaient pas des entreprises françaises. C'est pour lutter contre cette formidable saignée dans nos économies que j'ai fondé le comité Bastille. Depuis 2010, le comité Bastille propose et met au point un projet de réforme fiscale pour la France qui sera ensuite facilement applicable en Europe dans le cadre des constitutions et traités actuels. Et en 2021, nous passons à l'action. Nous créons le fonds de dotation équité, grâce auquel nous prêterons les moyens disponibles à tout candidat à toute élection nationale ou locale qui partage nos valeurs de proposer et défendre notre projet de réforme fiscale. Dans ce projet, tous les impôts sur les revenus, quels qu'ils soient, de particuliers ou d'entreprises,
sont progressivement remplacés par un impôt général et progressif sur le patrimoine des seules personnes physiques. Et voici maintenant nos atouts maîtres. Vous êtes dirigeant et actionnaire d'une entreprise prospère et financièrement solide. Vous possédez une fortune, disons, appréciable. Vous vous attendez à être fortement taxé au titre de votre fortune. Fortement, non. C'est progressif de 0 à 3%. Mais c'est vrai à deux exceptions près qui constituent l'élément vraiment radical de notre réforme. Si votre entreprise est cotée en bourse, dans ce cas, c'est la valeur de l'action sur le marché, moyenne sur 3 ans, qui servira à définir l'assiette de votre impôt. Mais si votre entreprise reste privée, alors notre projet dit que la valeur de votre entreprise sera fondée uniquement sur son actif net, ce qui signifie une valeur peut-être 2 à 5 fois moindre que ce que serait sa capitalisation sur le marché. Si en outre, votre entreprise investit, par exemple, vous construisez une usine ou un atelier pour lancer une nouvelle activité, alors cette extension sera évaluée à valeur de l'actif net de l'année, donc beaucoup moins que son coût d'investissement, puisque le liquide qu'elle y a consacré a disparu dans les liquidités de l'entreprise, qui sont taxables à valeur cash. L'actif net étant moindre, vous, actionnaire, serez moins taxé. Ce n'est pas tout. Si votre investissement est consacré à un procédé innovant, visant le marché à très long terme de la transition énergétique et de la conversion biocompatible, qui vont être des priorités pour faire face au changement climatique, alors la valeur actif net, donc liquidative, de votre usine au procédé innovant se rapprochera de celle de la ferraille, c'est-à-dire quasiment rien. Plus vous innoverez, plus l'innovation est à long terme, moins vous serez taxé, vous, l'actionnaire. Ce n'est pas encore tout. Dans notre projet, nous allons confier à la Banque publique d'investissement, la BPI, un rôle nouveau. Elle aura l'exclusivité de l'épargne publique par émission des titres de fonds permanents pour les secteurs innovants et les entreprises des dites conversions. Et d'une façon générale, toutes les entreprises qui tombent sous l'étiquette du très long terme, c'est-à-dire investissement à 30 ans et au-delà. Et cet appel à l'épargne publique ne passera pas par le marché boursier. Notre modèle démontre qu'on peut créer 300 000 emplois par an pendant 10 ans en investissant 100 milliards par an. Ainsi, la France commencera sa grande sortie hors de portée de la financiarisation mondiale et qui sera un exemple pour l'Europe. Conclusion. L'entreprise ne paye plus d'impôts, c'est l'actionnaire qui en paye à sa place. Mais il y retrouve son compte, parce que cette entreprise va mieux gagner sa vie. Elle va pouvoir investir plus, donc être plus compétitive. Elle va lui payer des dividendes plus importants qui, étant des revenus, ne seront plus imposés. Ses salariés s'y retrouveront aussi, de même que ses nouveaux employés, parce que maintenant, elle va avoir toutes les raisons et toutes les ressources pour investir et créer des emplois dans un contexte de 100 milliards d'investissements nouveaux par an. Et ce projet, même si la France est seule à l'appliquer au début, comme elle fut seule à appliquer la TVA à partir de 1953, marquera le commencement de la fin pour les paradis fiscaux et pour la grande évasion fiscale qu'on appelle pudiquement optimisation fiscale depuis qu'elle est devenue légale.
Mais me direz-vous, ça ne peut pas être aussi simple que ça. Il faudrait que l'on comprenne comment tout se passe en pratique, du point de vue de l'ensemble de la fiscalité et de l'ensemble de l'activité économique. Nous sommes volontaires pour vous en parler, et je ne suis pas seul au comité Bastille. Mais qui suis-je pour vous parler de fiscalité? J'ai, pendant 40 ans, dirigé mon cabinet d'ingénieur conseil en stratégie d'entreprise en France puis en Amérique. J'ai appris et pratiqué les plans comptables français, européens et américains, et la fiscalité des pays correspondants pour mon compte et pour celui de mes 300 clients. J'ai été dirigeant par intérim de 3 entreprises en difficulté et j'ai participé à la gestion et direction de la plupart de mes clients dans 14 pays. Alors je vous propose que vous et moi plongions ensemble dans cet univers extraordinaire de la fiscalité, de l'endettement systémique, de l'investissement, de l'optimisation fiscale, ou comment rendre légal le vol et le pillage, de l'endettement automatique, de la monnaie, car pour comprendre cet univers, il faut savoir parler de monnaie. Ce que je vous demande cependant, c'est de confirmer votre intérêt simplement en mentionnant un commentaire ici ou sur YouTube qui vous donne cette possibilité, ou bien en nous contactant à l'adresse indiquée ici. Dans ce projet, nous proposons plusieurs réformes simples, et d'abord de taxer la fortune. C'est une idée qui gagne du terrain et qui est de plus en plus acceptée dans le monde. Nous proposons aussi une loi de discipline budgétaire, fondée sur l'expérience des pays les plus sévères sur ce point, à commencer par la Suisse. Ça passe moins bien, mais notre intention est généralement approuvée. Par contre, mon expérience personnelle de la gestion d'entreprises pratiquant les paradis fiscaux m'a amené à recommander que l'impôt sur la fortune remplace l'impôt sur le revenu. Vous savez maintenant pourquoi. C'est là que nous rencontrons une opposition totale qui ne nous est jamais expliquée ou justifiée. J'assiste coup sur coup à un refus même d'engager la discussion sur ce point. Pourquoi? C'est pour vous mettre au courant de cette situation que je viens de vous raconter l'histoire. Mon but est de vous encourager à venir avec nous soutenir Équité comme donateur et à participer à cette passionnante réforme. Et pour cela, contactez-nous. Si vous souhaitez en même temps prendre du recul en apprenant à travers un récit d'anticipation fiction à quoi ressembleraient nos réformes appliquées à la planète au cours de notre 21e siècle, je vous suggère de lire en même temps mon livre Néander. Ceux qui l'ont déjà lu ne se sont pas ennuyés. Mais s'il vous plaît, ne l'achetez pas sur Internet. Commencez à résister à la financiarisation en le commandant chez votre libraire. Merci pour votre attention et j'espère à bientôt.